Testament politique de son Excellence Pitstoun-Moron, président de la République du Touadi. Lettre adressée à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 10 avril 2011, quelques heures avant son assassinat politique. Monsieur le secrétaire général, Excellence président de République, développé ou bananière, ministre, ambassadrices et ambassadeurs africains, pour la plupart endormis quelque part dans la salle, dictateurs, amis de dictateurs, superpuissance, amis de régimes dictatoriaux, ancienne puissance coloniale supposément garante de notre civilisation, ancienne nation esclavagiste, ex-colonisée, aujourd'hui tiers-mondiste, grand pays, petit pays, représentants de petits pays tiers-mondistes condamnés à n'être que les esclaves des superpuissances si haut mentionnées, voleurs des ressources des pauvres pays africains, président de mon cul, élu, putschiste, élu dans des élections truquées ou calamiteuses, rebelles et chefs rebelles, gendarmes du monde corrompus, tête couronnée de sang bleu, rouge sang ou brun caca, assassins qui avaient fait couler le sang de ceux qui vous ont précédé à votre poste. Mesdames, messieurs, je commencerai d'abord ce propos en m'excusant de vous nommer par ce que vous êtes réellement, et ce malgré tous les habits d'humanistes que vous portez pompeusement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas en tant que président de la République du Touadi, ce minuscule pays dont pour la plupart vous n'avez absolument rien à cirer, mais en tant que citoyen du monde, héritier légitime d'Adam, dépositaire de cet héritage commun d'humanité que nous possédons tous, sans exception. Autant vous le dire dès maintenant, je ne vous caresserai pas dans le sens du poil, vous l'aurez deviné. Vous n'aimerez pas ce que je dirai. Ce discours, vous l'ignorerez royalement, comme vous le faites toujours d'ailleurs. Ce venin qui me sort de la bouche, il hantera vos enfants et les enfants de vos enfants pendant plusieurs décennies après mon passage dans cette pitoyable institution qu'est l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, je vous le dis, cette fameuse démocratie que vous décrivez comme le meilleur des systèmes imparfaits que puisse inventer l'humain, cette démocratie, dis-je, je la vomis tellement elle me dégoûte. Car si vous étiez réellement attaché au principe de démocratie, si véritablement c'est au nom de cette démocratie que nous nous retrouvons quotidiennement dans cette pitoyable assemblée, si véritablement la démocratie était cet idéal que vous prétendez défendre à travers notre planète, eh bien la voix de mon pays, aussi insignifiant soit-il, compterait autant que celle des États-Unis dans cette assemblée. Mais que constatons-nous? Dans cette supposée Organisation des Nations Unies, un groupuscule de 5 nations s'est arrogé les seuls droits de veto auxquels nous, les moins que rien, n'avons droit. Si la Terre est devenue un village global au nom de la globalisation, un autre de ces termes que vous nous imposez dans votre charabia quotidien, il est important que l'humanité applique à l'échelle planétaire ce credo que tous ici considèrent comme un principe sacro-saint. Un homme, une voix. Ce credo qu'on a courageusement réappris aux Sud-Africains doit ici signifier un État, une voix, et pas moins. Vous, superpuissance, vous vous êtes partagé le monde. Comme au bon vieux temps de la colonisation, français, britanniques, américains et soviétiques, vous vous êtes partagé le monde, notre monde, que vous polissez via l'ONU, ce machin. Quand la France tire à balles réelles sur des manifestants au Touadi, les autres grands du Conseil de sécurité se la bouclent. Quand les USA embrasent l'Irak sans même avoir fait la preuve d'une quelconque provocation, les autres grands du Conseil de sécurité se la bouclent aussi. Quand les Soviets envahissent la Géorgie, tous les autres grands se la bouclent. C'est malheureusement par cet équilibre hypocrite fait de non-dénonciation et d'inaction que ce cartel de superpuissance gouverne le monde via l'ONU, ce machin. Ainsi, les gendarmes d'un jour deviennent les voleurs du lendemain, sous le regard approbateur de ces mafieux que je reconnais là, devant moi, assis au Conseil de sécurité. Ceux-là même qui s'empressent de nous faire la leçon à nous, petits pays.
C'est malheureusement par cet équilibre de la terreur que notre monde se trouve des fois épargné d'un conflit à grande échelle, donnant l'illusion d'un monde juste et bien gouverné, et celle d'une organisation qui aurait une quelconque utilité. En effet, après une analyse profonde de votre organisation et de sa performance au cours des précédentes 50 années, je ne lui reconnais qu'une seule utilité, celle d'avoir empêché des conflits majeurs entre superpuissances. Cette paix des superpuissances, nous autres petits pays en avons payé le lourd prix. Qu'avons-nous gagné dans cet exercice? Le droit de rester petits? D'être des élèves assidus du maître qui nous insufflera la science infuse de l'hypocrisie une fois que nous aurons ouvert les yeux un peu trop grands? Le droit de fuir notre misère systémique pour remplir vos quartiers pouilleux? Votre Cour pénale internationale devrait être rebaptisée Cour pour les pauvres présidents impolis, tellement il se trouve de ridicule en ne jugeant que les présidents issus d'une certaine catégorie de pays. En effet, jeter autant de bombes sur l'Irak dans le cadre d'une guerre illégale de surcroît est un acte tout aussi criminel que les affreusetés perpétrées contre les populations du Darfour. Mais je rêve. Le jour où un dirigeant d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité se retrouvera devant la Cour pénale internationale, les coqs auront des dents. Alors dès aujourd'hui, je vous annonce que nous, citoyens du Touadi, nous nous retirons de l'ONU, ce machin, et décidons de n'en point faire partie. Nous n'y retournerons que lorsque l'on nous fera la démonstration de son utilité. Tant et aussi longtemps que nous, citoyens du Touadi, serons dirigés par des putschistes financés par ces puissances hypocrites qui siègent au Conseil de sécurité, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin. Tant et aussi longtemps que des arrivistes se retrouveront présidents de nos républiques par l'orchestration d'élections douteuses et calamiteuses avec votre appui, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin. Tant et aussi longtemps que des présidents auront toute la liberté de manipuler les constitutions de leur État afin de se transformer en président à vie sauveur de la nation, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin. Tant et aussi longtemps que des pays pourront déclencher des guerres préventives sans l'aval ni le support de cette institution, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin. Tant et aussi longtemps que vous, superpuissance, pourrez venir sur nos plates-bandes, tirer à balles réelles sur nos concitoyens à main nue, sans que le moindre début d'enquête ne soit suggéré dans cette assemblée, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin. Tant et aussi longtemps que dans cette salle, la voix de notre État, le Touadi, n'égalera que le centième de celle des membres permanents du Conseil de sécurité, nous nous tiendrons loin de l'ONU, ce machin, ce cartel, la plus grande arnaque du XXe siècle. Fuck you very much. Enculé. Merci. Fait à Kebouna, capitale du Touadi, ce 10 avril 2011. J'ai intégré les rangs des forces révolutionnaires du MPTI parce que vous avez failli à votre devoir de surveillance. Je l'ai fait comme l'ont fait plusieurs de mes camarades étudiants. À cause de la barbarie et l'amateurisme d'un gouvernement insensible aux aspirations de justice de sa propre population et trop pressé de gouverner même sur des bases démocratiques discutables. L'élément déclencheur de mon entrée au sein des forces armées révolutionnaires du MPTI fut le viol de Bernadette, la petite amie de mon ami d'enfance, Amadou Djekoroba. En entendant ce nom, mes oreilles se dressèrent, pressées d'entendre ce qui devrait suivre. Bernadette était la fille la plus belle au monde, celle qui rendait à mon ami Amadou le sourire le plus étincelant que j'ai jamais vu de mes yeux. Ce sourire de grandes dents blanches sur fond d'ébène que seuls les Africains savent encore produire. Une semaine avant les événements de Sunkalokro, Amadou et Bernadette se trouvaient en vacances dans la ville de Kouédué, dans l'ouest montagneux du Touadi. Le couple savourait cette montée d'optimisme depuis qu'Amadou avait obtenu cette bourse d'études devant théoriquement lui faire découvrir le Canada. C'était en quelque sorte une dernière virée avant le grand départ. Amadou rêvait de devenir le plus grand ingénieur que l'Afrique ait connu. Et Bernadette ne pouvait plus s'empêcher de penser à la future famille qui bourgeonnait déjà en elle. Ils étaient jeunes, innocents, heureux. Loin du brouhaha des villes, ignorant même que la veille, une rébellion avait embrasé le pays.
Quand des éléments des forces armées régulières frappèrent à la porte de leur chambre d'hôtel, les deux tourtereaux crurent d'abord à un contrôle de routine. Mais quand Amadou déclina son nom à consonance nordiste, il comprit très vite qu'il venait de faire une gaffe. Ce jour-là, pour s'être fait eux-mêmes rosser par plein d'insurgés dans la journée, ces hommes en treillis ne cherchaient qu'à se soulager, et Bernadette était la poupée parfaite pour des galipettes qui s'annonçaient rudes et longues. Ils la traînèrent hors de la chambre par les cheveux. Amadou, quant à lui, tomba immédiatement inconscient après avoir reçu un sévère coup de crosse en plein front. Combien était-il? 6? 7? Amadou n'avait pas eu le temps de les compter. Toujours est-il que, quand il se releva, 1 heure plus tard, il trouva le corps de Bernadette pas loin, dans les broussailles. Les salauds l'ont arrosé d'une rafale de Kalachnikov après avoir assouvi leurs sales instincts. Son corps était déjà la proie de mouches qui voltigeaient çà et là. Après cet événement, le choix d'Amadou était on ne peut plus clair. Au diable l'ingénierie. Le plus absurde, c'est que lui, musulman nordiste, se donnait pour mission de tuer 1000 sudistes chrétiens s'il le fallait pour venger Bernadette, elle-même une chrétienne du Sud. De toute évidence, il se faisait entraîner dans un cycle de violence où raison et logique ne pouvaient cohabiter. La politique à la toadienne venait ainsi de happer un de ses plus brillants fils. L'intoxication de son intellect avait vraisemblablement atteint un point où ridicule et génie s'empoisonnaient mutuellement, le poussant à prendre la seule et unique décision qui mettrait fin à cet instant de folie. Il tronqua le stylo pour l'AK-47. Moi, par contre, avant de le rejoindre au camp de formation, je n'eus qu'un dernier et ultime éclair de raison qui me permit de tenir le stylo et écrire ces vers.